Ceci est un livre audio autogénéré par Google. E-analyse financière. Chapitre 1. Compréhension et retraitement de l'information financière. 1. États financiers sociaux ou comptes individuels. 2. Spécificité des états financiers consolidés. 3. Motivation et logique des retraitements. 4. Principaux redressements. 5. Principaux reclassements. Les états financiers constituent l'élément de base de tout diagnostic financier. Il importe donc d'en connaître le contenu et les règles d'établissement. Toutefois, ce premier chapitre n'a pas pour ambition d'être un cours complet et détaillé sur les questions de technique comptable et de fiscalité relatives aux documents de synthèse. Il vise simplement à décrire sommairement le contenu de ces documents, en rappelant les principales règles comptables et fiscales qui président à leur établissement, dans le but de faciliter leur utilisation dans le cadre d'un diagnostic financier. Nous nous limiterons donc à une présentation succincte des états financiers sociaux et consolidés, ainsi que des modalités de retraitement de l'information comptable. 1. États financiers sociaux ou comptes individuels. Ce sont les états financiers établis par toute entreprise. On les appelle encore comptes annuels, mais nous préférerons l'expression comptes sociaux, ou états financiers sociaux ou encore comptes individuels, afin de bien mettre en évidence qu'ils sont relatifs à une entité prise individuellement. Les états financiers sociaux obéissent à une réglementation comptable et fiscale assez stricte. En particulier, on observe une certaine prédominance de la vision juridique et fiscale sur la vision économique. Toutefois, il convient de nuancer ce propos car contrairement à ce qui est couramment admis, nous ne partageons pas l'opinion selon laquelle la comptabilité française est totalement asservie à la législation fiscale. En effet, selon l'article 120A2 du Plan comptable général, la comptabilité doit être conforme aux règles et procédures en vigueur qui sont appliquées avec sincérité afin de traduire la connaissance que les responsables de l'établissement des comptes ont de la réalité et de l'importance relative des événements enregistrés. Ce même article précise que dans les situations où l'application d'une règle comptable se révèle impropre à donner une image fidèle, il y est dérogé. La justification et les conséquences de la dérogation sont mentionnées dans l'annexe. On en déduit que la législation offre aux entreprises des marges de manœuvre pour produire une information financière conforme à la réalité économique. Malheureusement, la pratique de certaines entreprises tend parfois à confondre la liasse fiscale, dont l'objectif est l'assiette de l'impôt, avec les états financiers. Selon la taille de l'entreprise, elle peut présenter ses documents de synthèse selon un système abrégé ou un système dit de base. Un troisième système qualifié de développé et qui est facultatif peut être utilisé par les entreprises qui le désirent, généralement les sociétés de taille importante. Les états financiers sociaux sont composés de 3 documents qui forment un ensemble indissociable: le bilan, le compte de résultat et l'annexe. Bien qu'étant facultatif, le tableau de financement ou le tableau des flux de trésorerie est présenté par un nombre croissant d'entreprises, notamment les firmes internationales. A. Bilan. Le bilan donne une image instantanée du patrimoine de l'entreprise. Il regroupe à l'actif l'ensemble des biens et créances de l'entreprise, et au passif l'ensemble de ses dettes. Par différence, on obtient le montant des capitaux propres qui représentent la richesse des associés. Il convient de noter que seuls les biens sur lesquels l'entreprise a un droit de propriété juridique effectif figurent au bilan, sont donc exclus les biens en crédit-bail. De même, seuls figurent au passif les dettes juridiquement exigibles. Le tableau 1.1 de la page suivante présente un modèle résumé de bilan établi à partir du système de base du PCG, voir les annexes A page 167 et B page 168 pour le modèle détaillé. Ce bilan s'inspire de l'approche dite fonctionnelle. Les différents éléments sont ainsi regroupés selon 3 fonctions. Fonction investissement et financement structurel. Fonction exploitation, au sens large fonctionnement courant de l'entreprise. Fonction d'ajustement quotidien avec la trésorerie, passive et active. On notera qu'il n'y a pas un classement selon l'exigibilité ou la liquidité. Pour réaliser un diagnostic financier selon une approche liquidité,
Il convient donc de procéder à un reclassement des différents éléments d'après leur échéance, voir infrapage 33. Tab 1.1, bilan résumé, avant répartition du résultat de l'exercice. 1. Analyse des postes de l'actif. A. Capital souscrit non appelé. Dans les sociétés anonymes, les actionnaires ne sont pas obligés de libérer l'intégralité du capital à la constitution de la société. Cette dernière détient alors une créance sur eux, et cette créance est considérée comme un actif immobilisé tant qu'elle n'est pas exigible. Lorsque l'Assemblée générale des actionnaires décide de demander le versement de la partie non libérée du capital, le montant ainsi appelé et non encore versé devient un élément de l'actif circulant, capital souscrit appelé non versé. B. Actifs immobilisés. Cette rubrique regroupe l'ensemble des immobilisations de l'entreprise. Immobilisations incorporelles, frais d'établissement, fonds de commerce, brevets, marques, etc. Corporelles, matériel et outillage industriel, matériel de transport, etc. Et financières, participation, prêts, dépôts et cautionnement, etc. Ces immobilisations sont enregistrées au prix d'acquisition et minorées de leurs amortissements et dépréciations. C. Actifs circulants. Cette rubrique rassemble les stocks, les créances d'exploitation et les liquidités financières. Les stocks regroupent les marchandises, les matières premières, les produits finis et semi-ouvrés, etc. Ils sont évalués à leur coût de revient hors taxe. Cette valeur d'entrée est diminuée des éventuelles dépréciations, et c'est la valeur nette qui apparaît au bilan. Les créances d'exploitation sont constituées des créances sur les clients, qu'elles soient ou non matérialisées par des effets de commerce, billets à ordre, lettres de change, etc., et des autres créances générées par l'activité courante de l'entreprise. Ces créances sont enregistrées à leur valeur nominale, éventuellement minorées d'une dépréciation. Pour les créances libellées en devises, plusieurs possibilités de conversion existent, mais nous n'entrerons pas dans le détail de la question. Il convient simplement de noter que les plus ou moins values dégagées en fin d'exercice sur ces créances suite à l'évolution des cours des monnaies étrangères ne sont pas considérées comme des éléments de profit ou de perte, puisque les créances ne sont pas encore encaissées. Ces plus ou moins values figurent par conséquent dans les écarts de conversion, et seules les pertes latentes font l'objet d'une provision pour risque. Enfin, les liquidités financières rassemblent les disponibilités, les instruments de trésorerie et les valeurs mobilières de placement. D. Comptes de régularisation et assimilés. Cette rubrique regroupe les comptes présentés ci-après. I. Charges constatées par avance. Il s'agit de charges comptabilisées sur l'exercice mais concernant un exercice ultérieur. Par exemple, pour un loyer annuel payable en début de période et à échéance le 1er juillet, il subsiste au 31 décembre une charge constatée d'avance équivalent à 6 mois de loyer. I. Charges à répartir sur plusieurs exercices. Ce sont des dépenses réalisées au cours d'un exercice et dont l'entreprise souhaite répartir la charge sur plusieurs exercices en raison de leur montant élevé. Il s'agit généralement de dépenses qui n'ont aucune valeur économique et ne constituent pas par conséquent un actif réel. Exemple de frais d'émission des emprunts. 3. Prime de remboursement des emprunts. Elles correspondent à la différence entre le prix de remboursement et le prix d'émission des obligations et emprunts émis par l'entreprise. Les primes de remboursement doivent être amorties avant l'échéance de l'emprunt. IV. Écart de conversion actif. Il représente les moins-values latentes sur les dettes et créances en devises, augmentation des dettes et diminution des créances du fait de l'évolution des cours de change entre la date de comptabilisation et la date de clôture. 2. Analyse des postes du passif. A. Fonds propres. Les fonds propres incluent les capitaux propres et les autres fonds propres. Ces derniers sont des dettes dont les conditions d'exigibilité sont telles qu'elles peuvent être assimilées à des capitaux propres. Les capitaux propres représentent l'évaluation comptable de la richesse des actionnaires. Ils sont principalement constitués des apports des actionnaires, capital et primes d'émission, de fusion, d'apport, etc., des différences constatées entre les valeurs d'acquisition de certains éléments d'actifs et leur valeur réelle,
écart de réévaluation et d'équivalence, et des résultats dégagés par l'activité de l'entreprise, réserve, report à nouveau et résultats de l'exercice. S'y ajoutent les subventions d'investissement reçues, et non remboursables, et les provisions réglementées. Ces dernières constituent des réserves constituées en franchise d'impôt, la franchise pouvant être temporaire ou définitive selon les provisions, et obéissent uniquement à des motivations fiscales. B. Provisions pour risques et charges. Ce sont des provisions constituées pour couvrir des risques et des charges que des événements survenus ou en cours à la clôture de l'exercice rendent probables, nettement précisés quant à leur objet, mais dont la réalisation est incertaine. Rentrent dans cette catégorie les provisions pour litige, pour gros entretien, pour perte de change, etc. Lorsque la réalisation de ces dépenses est certaine, elles ne doivent pas être provisionnées mais enregistrées dans un compte de dette. C. Dette. Toutes les dettes sont regroupées dans la même rubrique. Cette dernière rassemble donc aussi bien les dettes financières que les dettes liées au cycle d'exploitation de l'entreprise. Les dettes financières sont constituées des emprunts obligataires, convertibles ou non, des emprunts et dettes auprès des établissements de crédit, et des emprunts et dettes financières divers. Quant aux dettes liées au cycle d'exploitation, elles comprennent les avances et acomptes reçus sur commande, les dettes fournisseurs, fiscales, sociales, etc. À l'instar des créances, lorsqu'elles sont libellées en devises, les plus ou moins-values sont constatées dans les écarts de conversion à la fin de l'exercice et les moins-values latentes provisionnées. Enfin, les instruments de trésorerie représentatifs d'un passif exigible figurent également parmi les dettes. D. Comptes de régularisation et assimilés. On retrouve dans cette rubrique les postes suivants. I. Produits constatés d'avance. Ce sont des produits comptabilisés sur l'exercice alors que le bien n'est pas encore livré, ou la prestation n'est pas encore réalisée. I. Écart de conversion passif. Il représente les plus-values latentes sur les dettes et créances en devises, diminution des dettes et augmentation des créances du fait de l'évolution des cours de change entre la date de comptabilisation et la date de clôture. B. Compte de résultats et soldes intermédiaires de gestion. À la différence du bilan, le compte de résultat est un compte de flux. Il traduit l'accroissement de richesse de l'entreprise dû à son activité. Pour sa présentation, les différents produits et charges sont regroupés en 3 grandes catégories: éléments d'exploitation, éléments financiers et éléments exceptionnels. Le modèle résumé de compte de résultat du système de base du PCG est présenté sur le tableau 1.2 de la page suivante, voir les annexes C page 169 et D page 170 pour le modèle détaillé. Les intitulés des différentes rubriques du compte de résultat sont suffisamment explicites et n'appellent donc pas de commentaires supplémentaires. Le détail des postes du compte de résultat, dans le système développé notamment, permet l'établissement des soldes intermédiaires de gestion. L'articulation de ces différents soldes peut être résumée par le schéma 1.1, page 20. C. Tableau de financement et tableau des flux de trésorerie. La publication de ces documents n'est pas obligatoire. Toutefois, les entreprises d'une certaine taille doivent établir l'un ou l'autre dans le cadre de la prévention des difficultés des entreprises. Le tableau de financement et le tableau des flux de trésorerie permettent d'analyser l'évolution des différents éléments constitutifs du patrimoine de l'entreprise. Le tableau de financement étudie les flux monétaires, c'est-à-dire se traduisant ou susceptibles de se traduire par une variation d'encaisse, alors que le tableau des flux de trésorerie se limite à l'étude des flux de trésorerie, c'est-à-dire se traduisant effectivement par une variation d'encaisse. Nous présenterons plus en détail ces deux documents dans le chapitre 3, section 2, pp 79 et s. Tab 1.2, compte de résultats résumé. D. Annexe. L'annexe constitue une partie intégrante des états financiers et recèle, en théorie du moins, d'informations qui sont très utiles pour toutes les personnes désireuses d'étudier la situation d'une société. Il convient donc de toujours lire très attentivement son contenu avant de procéder à tout diagnostic financier, même si sa qualité et la précision des informations qu'elle contient laissent parfois à désirer dans la pratique. L'annexe doit comporter 4 types d'informations. Les circonstances qui ne permettent pas de pouvoir comparer d'un exercice sur un autre certains postes du bilan ou du compte de résultat, exemple d'une fusion.
Les principes, règles et méthodes comptables utilisées par l'entreprise avec des précisions complémentaires sur les dérogations éventuelles aux méthodes de droit commun et sur les changements de méthode par rapport à l'exercice précédent. Les compléments d'information sur les postes du bilan et du compte de résultat, échéance des créances et des dettes, tableau des immobilisations, des amortissements, des provisions, etc. Les informations diverses, notamment l'état des engagements financiers accordés par l'entreprise ou dont bénéficie cette dernière. Figure 1.1, soldes intermédiaires de gestion. On précisera enfin qu'il n'existe aucune forme obligatoire pour la présentation de l'annexe. Les entreprises sont donc libres de l'établir comme elles le souhaitent. 2. Spécificité des états financiers consolidés. Depuis la loi du 3 janvier 1985, toute société qui contrôle de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises ou qui exerce une influence notable sur celles-ci est tenue d'établir et de publier des comptes consolidés. Suite à cette loi, divers textes législatifs ou réglementaires ont étendu l'obligation de présentation et de publication des comptes consolidés à d'autres types d'entités. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, les comptes consolidés peuvent être établis selon le référentiel international, norme comptable internationale obligatoire pour les entreprises cotées et facultative pour les autres entreprises ou selon le référentiel français. Les deux référentiels tendent à se rapprocher, mais il subsiste encore quelques différences. Toutefois, d'un point de vue conceptuel, l'approche des comptes consolidés est identique dans les deux référentiels. Les développements présentés ci-après s'appliquent principalement aux normes françaises. À principes généraux. Les comptes consolidés ne sont pas, en principe, soumis à la réglementation fiscale. Les règles qui régissent leur établissement visent donc la traduction de la réalité économique des opérations et ne s'appuient pas sur leur qualification juridique. Les entreprises ont alors une plus grande liberté quant aux méthodes comptables qu'elles appliquent pour l'établissement de leurs comptes consolidés. C'est ainsi que des méthodes d'évaluation complémentaires non autorisées pour les comptes individuels peuvent être utilisées. Inscription au bilan des biens en crédit bail, enregistrement des stocks selon la méthode LIFO, Last in First Out, inscription des écarts de conversion au compte de résultats consolidés, etc. Il est tenu compte pour l'établissement des comptes consolidés de l'incidence fiscale de tous les retraitements comptables effectués sur les comptes sociaux, application de méthodes non autorisées par l'administration fiscale, élimination de toutes les opérations purement fiscales, etc. Il s'ensuit une créance ou une dette d'impôt différée enregistrée à l'actif ou au passif du bilan consolidé selon le cas. Pour la réalisation d'un diagnostic financier, il convient de garder présent à l'esprit les différences qui peuvent exister entre le contenu des comptes sociaux et celui des comptes consolidés. Ces derniers sont virtuellement plus proches de la réalité économique et nécessitent donc, ceteris paribus, moins de retraitement que les comptes sociaux. Les états financiers consolidés sont composés d'un bilan, d'un compte de résultat et d'une annexe consolidée. Le contenu de l'annexe des comptes consolidés obéit à la même logique que celui des comptes sociaux. Outre les éléments évoqués précédemment, voir suprapage 19, l'annexe des comptes consolidés doit renseigner sur le périmètre de consolidation, liste des entreprises consolidées, participation détenue, méthode de consolidation, etc. Les états financiers consolidés peuvent également être complétés par un tableau de financement consolidé et un tableau de variation des capitaux propres. Le bilan et le compte de résultat consolidé du PCG peuvent faire l'objet d'adaptations si nécessaire, selon l'activité et la structure de l'entreprise. Bilan consolidé. Le modèle officiel français de bilan consolidé se présente tel que le montre le tableau 1.3. Tab 1.3, bilan consolidé. La structure du bilan consolidé est quasiment identique à celle du bilan non consolidé. Sans rentrer dans des détails techniques, nous présentons dans les lignes qui suivent un bref commentaire sur les postes spécifiques au bilan consolidé ou présentant des particularités. Il s'agit des postes marqués d'une étoile. Écart d'acquisition. Lors de l'acquisition d'une filiale, une société mère paye généralement un prix qui est supérieur à la valeur des capitaux propres de la cible. Le supplément de prix ainsi payé est appelé écart d'acquisition, survaleur ou goodwill,
lorsqu'il ne peut être affecté à un actif précis. Les écarts d'acquisition sont amortissables sur une durée qui n'excède pas 20 ans en général. Ils sont assimilables à des immobilisations incorporelles. I. Titres mis en équivalence. Ils représentent la valeur réelle des participations qui ne peuvent être consolidées par intégration globale ou proportionnelle. Ils peuvent donc être assimilés à des immobilisations financières. 3. Écart de conversion. Les écarts résultant de la conversion en euros des comptes des filiales et établissements étrangers, à distinguer des écarts de conversion des créances et dettes en devises, peuvent être inscrits, selon les méthodes de conversion retenues par l'entreprise, soit directement dans les capitaux propres au poste écart de conversion, soit dans le compte de résultat consolidé au niveau du résultat financier. Le poste écart de conversion ne figure donc pas dans les bilans consolidés de toutes les sociétés. IV. Résultat de l'exercice. Le résultat de l'exercice figurant au bilan consolidé correspond à la part du groupe. Puisque la société mère ne détient pas 100% de toutes les filiales, une partie du résultat global dégagé par toutes les sociétés du groupe appartient à des actionnaires minoritaires et est donc exclue du résultat du groupe. V. Intérêt minoritaire. La part revenant aux actionnaires minoritaires, des filiales, dans les capitaux propres consolidés et dans le résultat dégagé par les sociétés du groupe est inscrite distinctement au bilan au poste intérêt minoritaire, ou intérêt hors groupe. Ces intérêts minoritaires sont assimilables à des dettes. Ces comptes de résultat consolidés. Le compte de résultat consolidé peut être établi par nature ou par destination. Le modèle proposé par le législateur français est présenté dans le tableau 1.4 de la page suivante. Les intitulés des rubriques du compte de résultat consolidé sont suffisamment explicites et ne nécessitent donc pas des commentaires supplémentaires. On précisera simplement que le résultat dilué par action est calculé sur la base du nombre potentiel d'actions, c'est-à-dire en tenant compte de l'impact éventuel de la transformation effective en actions de tous les instruments financiers et autres contrats susceptibles de se transformer en actions. 3. Motivation et logique des retraitements. Comme cela a été mis en évidence ci-dessus, l'information comptable obéit à un formalisme et à des règles. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.